Bonjour mes amis, bonjour à tous. Merci d'être là, fidèles et présents comme d'habitude. Merci surtout pour les plus anciens qui me suivent vraiment, quoi. Je parle pas de ceux qui me suivent occasionnellement. Après tout, chacun, vous avez droit, c'est même votre devoir d'aller voir d'autres chaînes. Je vous scotche pas ici dans le but de dire il y a que ma chaîne de bien. Non, c'est faux. C'est faux, il y a plusieurs chaînes qui sont très bien. Il faut en faire le tri, c'est vrai, c'est pas toujours facile. Bon, écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, tout va bien ici, à Vitré. Tout va très merveilleusement bien. Très, très, très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un roi. Alors, d'un roi, bon, c'est la suite, hein. Et d'ailleurs, c'est le dernier roi des Valois. Alors, de ligne indirecte cette fois, parce que vous savez que depuis deux, trois princes, les rois, les Valois sont plus de ligne directe non plus. Un peu comme les Capétiens, vous voyez. Alors nous arrivons au dernier roi des Valois, père d'Henri IV, le futur Henri IV, dont la péripétie n'est pas triste, vous comprendrez quand on parlera de ce roi. Pour l'instant, je parle du roi Henri III, roi de France, donc de 1574 à 1589. Alors je vous montre un petit peu l'écran, je le partage le mieux possible avec vous, mais je ne sais pas comment faire pour faire des montages sur des logiciels de montage, hein. Moi, je n'y comprends pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de ce roi? Alors, déjà, Henri III, roi de France, donc de 1574 à 1589, a été le dernier souverain de la dynastie des Valois. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein. Quatrième fils d'Henri II et Catherine de Médicis, il n'était pas destiné à régner. Ah bon? Habile législateur, il a manifesté une vive volonté d'unité nationale. Oui, enfin, nation, ça n'existait pas à l'époque, hein. Dans une France alors minée par les guerres de religion, mais ça on l'a vu, intelligent et cultivé, ce monarque a laissé de lui une marge contrastée, parfois otage d'une légende noire, où se mêle homophobie, ah bon, homophobie déjà, et accusation d'inconstance, voire de tyrannie. Au-delà de cette perception, son action politique a permis à son successeur Henri de Navarre de mettre fin à la guerre civile, donc Henri IV. Henri III est assassiné le 1er août 1589 par le moine dominicain fanatisé Jacques Clément. Bon, je vais vous dire un petit peu, les termes là sont pas tout à fait de l'époque. Vous voyez, quand il raconte quand il raconte une histoire, comment dire, des Mérovingiens, des Carolingiens, des Capétiens et autres, il se place toujours avec des mots d'aujourd'hui, de 2025. Non, il faut se replacer, non pas avec le langage d'époque évidemment, sinon personne n'y comprendrait rien. Le vieux François, personne ne le parle, ne le comprendrait ou pas grand monde, mais au moins remettre les termes français d'aujourd'hui à leur juste place. Euh, L'homophobie et quoi d'autre encore que je viens de voir là. Euh, d'accord. Qu'est-ce que ce monarque a laissé une image fantastique parfois. Voilà, homophobie, etc. Bon, ces mots-là n'existaient pas à l'époque, hein. On se place un petit peu. J'ai l'impression que ces gens-là, ces revues ont une grille de lecture MeToo. MeToo, vous voyez? Ouais, c'est quand même grave. Il ne faut pas employer des termes de MeToo, il faut employer des termes de l'époque. Enfin, le duc d'Anjou, futur Henri III, donc alors né le 19 septembre 1551, Henri de France est le quatrième fils d'Henri II, roi de France, et de Catherine de Médicis, décidément, il se répète aussi, hein. Il est dans un premier temps baptisé sous le prénom d'Alexandre-Édouard. Le choix du prénom Édouard ne doit rien au hasard et résume à lui seul les contradictions politiques et religieuses qui agitent le royaume de France d'alors. Ah, le royaume et non pas la nation. Vous voyez déjà, le mot nation n'existait pas à l'époque. C'était le royaume. Voilà. Il reçoit le titre de duc d'Anjou. J'aime pas tellement, vous voyez, comme ces revues d'histoire, comme Wikipédia aussi, ils font un peu la même erreur, peut-être un petit peu moins que eux, là. Ils font cette erreur de parler de nation à une époque où le terme nation n'existait pas nulle part.
ça n'existait nulle part sur la planète. Voilà. Édouard, prénom inhabituel chez les Valois, était en effet... Au fait, j'ai pas pensé à vous dire oui, abonnez-vous, partagez, likez, etc. Bon, allez, vous connaissez la suite. Hein. Édouard, prénom inhabituel chez les Valois, était en effet un hommage au parrain de l'enfant Édouard VI, roi adolescent d'une Angleterre tenté par la réforme calviniste, bien que le roi Henri II fût à la pointe de la répression du protestantisme. Il n'en avait pas moins gardé un solide sens politique. L'Angleterre pouvait être un allié de choix dans la lutte contre les Habsbourg, et cela pouvait être un geste en direction de la noblesse huguenote à l'influence croissante. Alexandre-Édouard, devenu Henri en 1565, vécut son enfance, tout comme ses frères et sœurs, loin de ses parents, à Blois. Néanmoins, sa mère Catherine de Médicis, en bonne florentine, veilla à ce que son fils reçoive une éducation soignée, typique de la Renaissance. Son maître, tout comme celui de son frère aîné, le futur Charles IX, fut Jacques Hémault. Véritable puits de savoir, ce spécialiste de Plutarque sut déceler chez le jeune Valois les qualités qui firent de lui un souverain cultivé et éloquent, l'un des mieux disants de son siècle. Très rapidement, le jeune prince est associé à l'exercice du pouvoir royal et participe à 7 ans à ses premiers états généraux, ceux de 1560, enfant favori de Catherine devenue régente, bretteur accompli, bretteur c'est l'épée, hein, est doté d'une belle prestance. C'est tout naturellement qu'il est nommé lieutenant général du royaume à seulement 16 ans. Débute ainsi sa véritable carrière politique. Voilà, je vous montre un peu la peinture. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Voilà un petit peu le chevalier Henri III. Dans la tourmente des guerres de religion, second dirigeant militaire de France, après son frère le roi Charles IX, Henri se fait un ennemi du chef du parti protestant, le redoutable prince de Condé, qui convoitait cette charge. Cette brouille provoque le départ de la cour de Condé et le début de la deuxième guerre de religion, 1567. Henri, soucieux de protéger l'autorité royale, s'affirme comme un général compétent et en remportant notamment la bataille de Jarnac, qui verra la fin tragique du prince de Condé. L'étoile montante de son frère cadet commence à faire de l'ombre au roi Charles IX. En résulte une mésentente qui pousse Henri à se rapprocher du camp du duc de Guise, famille d'origine lorraine, alors incontournable. Le champion de l'ultra-catholicisme, oui, les Guises. Hein. Les Guises contre les quoi déjà? Oh, les Condés, oui, c'est ça. Alors que Charles prônerait plutôt la réconciliation avec les réformés, certainement en raison de l'influence de son ami protestant, l'amiral de Coligny, Henri est partisan d'une attitude plus ferme. Dans son esprit, il est déjà clair que l'autorité royale ne peut souffrir de dissidence, qu'elle fût religieuse ou autre. L'implication du prince dans les massacres de la Saint-Barthélemy, dernier jour d'août 1572, reste sujette à controverse, pris entre l'extrémisme de la Ligue catholique et des partisans des Guises, et son devoir de maintenir l'ordre dans un Paris rebelle et gangrené par le fanatisme religieux. Il est aussi préoccupé par des événements plus lointains. Henri ne se satisfait plus d'être le second au sein des royaumes, et voilà qu'une couronne semble s'offrir à lui. Oui, le fanatisme religieux, bon, on le voit même aujourd'hui en 2025, au deuxième millénaire, chers amis, pour mémoire, hein, on est bien d'accord. Le 7 juillet 1572, le roi de Pologne, Lituanie, Sigismond d'Auguste Jagellon, meurt. L'État qu'il dirigeait est d'une grande
originalité au sein de la chrétienté. Cette république nobiliaire, très diverse sur le plan ethnique et religieux, élit ses rois. Or, une partie non négligeable de la noblesse y est protestante et Henri entend bien s'en assurer le soutien lors de la prochaine élection. Ah, il y avait quand même des élections. Ah bon. Ah ben mince, alors je croyais que la démocratie était le panache de la Révolution française et de nos dirigeants actuels. Ah ben non. Hein. On en reparlera à la fin de cette histoire des rois. Je vous dirai ce que je pense pas de la République, non, mais oh ça y est, j'arrive même pas à le dire, c'est dingue ce matin, de la démocratie. On le voit donc mal inciter la populace au massacre de réformés le 24 août 1572, après de nouveaux combats contre le parti protestant, les guerres de religion ayant repris leur cours sanglant, dont un échec devant La Rochelle, le prince en pleine idylle avec Marie de Clèves est élu roi de Pologne. Le 19 août 1573, une délégation polonaise s'en vint rencontrer le futur roi et lui présenter les lois de son futur royaume. Henri, qui en bon valois, était partisan d'une autorité royale forte, dut composer avec les réalités polono-lituaniennes. Le nouveau roi fut ainsi poussé à signer les articles du roi Henri. Ça correspond pas. Les articles du roi Henri, ensemble de lois qui l'engageaient à cesser la persécution des protestants en France et à respecter la tolérance religieuse, constatant que ses prérogatives royales seraient largement limitées. Henri ne se presse guère pour partir à Cracovie, qu'il ne rejoint qu'en février 1574. Le roi de Pologne à roi de France. Ah bon. Le jeune roi, certes bien conscient de la nécessité de la tolérance religieuse au sein de ces nouveaux États, ne peut souffrir l'indépendance de la Diète, donc parlement polonais, semble-t-il, et de la noblesse polonaise. Il tente par tous les moyens d'affermir son autorité sans y parvenir totalement, et ce, malgré une grande implication dans ces nouvelles tâches. Henri doit admettre qu'il règne, mais ne gouverne pas. Oh ben ça, bon, que voulez-vous, C'est pas facile d'être prince, d'être roi et d'être gouverneur. Le 14 juin 1574, il apprend la mort de son frère Charles IX. Ah bon, de qui on parle là? Charles IX, dont il était l'héritier le 18, il quitte en secret la Pologne pour ce royaume de France, où il entend bien régner sur le trône à la manière de son modèle François Ier. Après une fuite rocambolesque qui lui vaudra une légende noire en Pologne et un voyage émaillé de fêtes à la hauteur du personnage, Henri parvient en France en septembre 1574. Il sera sacré roi le 13 février 1575, se mariant 2 jours plus tard avec Louise de Vaudémont-Noméry, princesse Lorraine, d'une grande beauté, mais surtout proche du parti des Guises. Henri III connaît l'ampleur de la tâche qui l'attend, rétablir la paix et la concorde au sein du royaume, préalable nécessaire à la consolidation du pouvoir royal, sous-entend de s'attirer les bonnes grâces des ultra-catholiques comme de leurs ennemis huguenots, protestants donc. Mais c'est Henri IV, bon on en parlera, on parlera de lui avec... Bon bref, j'anticipe pas. Manque de chance pour le roi, son frère cadet, duc d'Alençon, fait basculer l'équilibre au profit du parti protestant lorsqu'il s'allie à Henri de Navarre, le futur Henri IV, entré en rébellion armée. La guerre qui en résulte tourne au désastre pour le roi et celui-ci se voit forcé par l'édit de Beaulieu, mai 1576, d'accorder une paix très favorable aux protestants. En réaction naît la Ligue, bras armé de l'ultra-catholicisme.
Avec la paix de Beaulieu, le roi semble user... non, oui, le roi semble user avant d'avoir régné. Son frère, garant de l'alliance entre catholiques modérés et protestants, est l'homme fort du royaume. Et les caisses du trésor sont presque vides. Henri n'en est pas pour autant dénué d'options. Faisant bon usage de l'humiliation des catholiques, le roi s'en fait le rempart et le protecteur, ce qui lui vaut de se rapprocher une fois de plus des Guises. Afin d'obtenir les moyens financiers nécessaires à sa revanche, Henri convoque les États généraux à Blois en 1577, où il fait preuve d'une grande habileté tactique face à des députés qui envisagent déjà de réformer le royaume dans un sens parlementaire. Quand les États écrivent, c'est la France même qui écrit. Quand les États, d'accord, il exploite division et rivalité pour s'en enterrer toute prétention constitutionnelle et s'affirmer une fois de plus comme le chef incontesté des catholiques. Malgré sa ténacité, il n'obtient pourtant pas les moyens financiers qu'il demandait et en tire la leçon. Ses successeurs sauront se souvenir de sa défiance envers les parlementaires. Avec l'édit de Poitiers 1577 donc, qui met fin au conflit, le camp protestant doit accepter diverses concessions. Il est temps pour Henri de consolider sa position en faisant preuve de diplomatie. Par l'entremise de sa mère Catherine, toujours présente, il imite un rapprochement avec Henri de Navarre. Il initie un rapprochement avec Henri de Navarre, futur Henri IV donc, tout en soutenant les menées de son frère aux Pays-Bas. Celles-ci ont pour avantage de souder catholiques et protestants dans l'affrontement contre l'ennemi héréditaire, les Habsbourg. Henri IV saura s'en souvenir. La guerre des trois Henri, donc, 1584, 7 ans de paix relative, 7 ans de consolidation de l'autorité royale, 7 ans d'un intense travail législatif, et pourtant Henri c'est son trône en danger. Après presque 10 ans de mariage avec Louise de Lorraine, il n'a toujours pas d'héritier. Et voilà que son frère, qui s'affirmait comme un successeur de valeur, meurt de la tuberculose. La dynastie des Valois est apparemment destinée à s'éteindre. Selon la loi salique, la couronne devrait revenir à la mort d'Henri III à Henri de Navarre, chef du parti protestant. Cela est bien sûr inacceptable pour l'opinion catholique qui exerce une pression de tous les instants sur le roi pour qu'il se désigne un successeur catholique. La ville de Paris tout entière aux mains de la Ligue s'agite bien dangereusement. L'heure est au triomphe du duc Henri de Guise. Les passions ultra-catholiques condamnent Henri III à une nouvelle guerre, comme le confirme le traité de Nemours, juillet 1585, où il s'engage à bouter les hérétiques hors du royaume. Cette guerre des trois Henri, Henri III de Valois, Henri de Guise et Henri de Navarre, opposera bien sûr Caen et non deux. Quoi, je comprends pas là. En effet, bien qu'en apparence rallié à l'ultracatholicisme, Henri III ne coupe pas tous les ponts avec les protestants. Le roi, soucieux de maintenir l'indépendance de ses États, c'est le duc de Guise, puissamment soutenu par les Habsbourg. D'autre part, une défaite totale de Navarre profiterait bien trop à l'ambitieux duc lorrain que le roi n'apprécie guère. Henri mène donc une guerre avec ses alliés qu'il méprise, les ligueurs, contre un ennemi, Henri de Navarre, qu'il estime. En résulte une situation confuse. Le roi, tentant de maintenir un équilibre précaire entre les belligérants,
Le moindre faux pas pourrait lui être fatal. Ah ah. Les manœuvres d'Henri finissent par excéder le duc de Guise qui, en mai 1588, défie son autorité et entre dans Paris. Proclamé par les ligueurs craignant un coup d'État, le roi dépêche à Paris ses troupes, ce qui déclenche une insurrection, la fameuse journée des barricades du 13 mai 1588. Ah ben voilà, les barricades, il n'y a pas que Louise Michel au 19e siècle. Hein. Bien que gagnant du temps en entamant les pourparlers avec les ligueurs, le dernier des Valois a pris sa décision. Henri de Guise doit disparaître, dépassé par les excès des ligueurs parisiens dont les pratiques et les revendications ne sont pas sans rappeler celles des partisans d'Étienne Marcel. 2 siècles plus tôt, le duc fait courir un grand danger à l'autorité royale. Henri III craint par-dessus tout qu'une victoire de la Ligue n'entraîne la fin de l'œuvre centralisatrice des rois de France. Tiens, Étienne Marcel, je ne connais pas. Au cours de l'année 1588, donc, la position d'Henri de Guise s'affaiblit avec la réduction des généreux subsides espagnols, suite notamment à la défaite de l'invincible Armada. Le duc perd de sa superbe, craignant que le roi ne signe la paix avec son rival le roi de Navarre. Il se résout à négocier avec Henri III lors des États généraux de Blois. Le 23 décembre 1588, à l'occasion d'un conseil royal, le roi commandite l'assassinat du duc de Guise par les 45. Sa garde rapprochée, d'accord. Cet assassinat met fin à l'ambiguïté de la position royale, mais provoque aussi le soulèvement de la France ligueuse. Le roi est voué aux gémonies par les ultra-catholiques qui en appellent au meurtre de celui qu'ils considèrent désormais comme un tyran. Fort logiquement, Henri III ne voit plus de salut que dans une réconciliation complète avec Henri de Navarre, qui s'impose comme son successeur, à la condition tacite qu'il abandonne une fois de plus la foi protestante. Les deux Henri iront assiéger ensemble Paris aux mains des ligueurs dont les milices ont été équipées aux frais des Habsbourg. Le roi installé à Saint-Cloud n'aura pas l'occasion de voir la destruction de la Ligue. Le 1er août 1589, un moine fanatique du nom de Jacques Clément, agent des ligueurs, assassine Henri III d'un coup de poignard, ainsi prit fin la dynastie des Valois. Henri III, le dernier Valois, donc. Et ça, c'est quoi ça? Henri III, dernier des Valois, d'accord. Alors, comme le prouvent ces actes, Henri III eut toujours pour objectif de maintenir et de renforcer l'autorité royale, et ce, dans un contexte hautement défavorable. Sa personnalité complexe et ses revirements souvent dictés par les circonstances lui ont valu une réputation peu enviable. Cependant, cette dernière tient largement à la propagande haineuse qui fut répandue de son temps par ses ennemis. On l'a dit faible, il aura effectivement cédé à de nombreuses reprises aux pressions exercées par les grands, mais sans jamais cesser de reprendre la main par la suite. Bon, ce qui déjà n'est pas mal. On l'a dit, lâche et efféminé, épris de beauté, souvent entouré d'élégants jeunes hommes, les fameux mignons. Ah, c'est lui, c'est Henri III, je crois que c'était le contraire, moi. Ah non, Henri IV, c'est les femmes, lui. Il n'est certes pas un rude souverain médiéval, assoiffé de gloire, néanmoins, c'est oublier trop vite sa jeunesse guerrière et son courage personnel amplement prouvé plutôt à Jarnac ou Montcontour. Quant aux rumeurs concernant sa sexualité, la fameuse légende rose, elles ne tiennent guère à l'aune de ses nombreuses conquêtes féminines. Ah bon.
faut savoir, hein. On l'a dit frivole et immoral, il n'aura certes jamais renié son goût extravagant des fêtes et des arts, mais il fut aussi un roi dévot, inquiet du salut de son âme, aux démonstrations de foi étonnantes. Le roi Henri III, par-delà les difficultés auxquelles il eut à faire face, sera parvenu à gouverner et aura légué au royaume une œuvre législative considérable, le Code Henri III. Il eut de l'autorité royale une haute idée et de l'État une conception moderne. Il